Bah, il suffit d'imaginer la scène un instant. Tu fermes la porte d'une pièce, le téléphone est éteint, tu le jettes au fond d'un tiroir. Aucune musique, aucun écran qui scintille, vraiment pas le moindre livre à portée de main. Juste toi et le silence. Ouais, juste une chaise, quatre murs et un silence total. Et pour une écrasante majorité d'êtres humains, bah, cette mise en scène n'a strictement rien de reposant. En fait, ça ressemble plutôt au décor d'un huis clos psychologique un peu terrifiant. C'est clair. La perspective de se retrouver absolument seul, sans aucun filtre, face à sa propre conscience, bah ça déclenche une panique sourde. Totalement. Et ce vertige face au vide intérieur, c'est super révélateur. L'intuition voudrait que le repos absolu, donc l'absence totale de contraintes, soit l'objectif naturel de notre existence. Or, l'expérience prouve que dès l'instant où ce repos est atteint, bam, une angoisse d'une intensité folle prend immédiatement le relais. D'accord. Décortiquons tout ça. Cette angoisse universelle, c'est vraiment le moteur de notre plongée dans les textes aujourd'hui. On croise deux analyses monumentales, issues de traditions diamétralement opposées, qui décortiquent ce vertige avec une précision chirurgicale. Ouais, des pointures, hein. Exactement. D'un côté, on a la pensée foudroyante de Blaise Pascal dans ses fameuses pensées, et de l'autre, les écrits profonds du savant et théologien Bediüzzaman Saïd Nursi. La mission de cette exploration, en fait, c'est de comprendre les mécanismes intimes qui nous poussent à fuir notre propre condition. Cette quête frénétique d'illusion, quoi. C'est ça. Mais avant d'examiner comment on fuit, il est impératif de cerner la menace. Je veux dire, que fuit-on avec autant de désespoir quand le silence s'installe dans cette fameuse pièce vide? Bah, Pascal pose un diagnostic d'une lucidité brutale là-dessus. Il avance que la totalité du malheur humain prend sa source dans une incapacité super singulière, celle de demeurer en repos dans une chambre. La fameuse citation. Ouais, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, etc. Et la mécanique sous-jacente, elle est d'ordre psychologique. En gros, quand le flux d'activité s'interrompt, l'esprit n'a plus d'objet extérieur sur lequel se fixer, et là, les barrières mentales s'effondrent. On est forcé de se regarder en face, en fait. Exactement. L'individu est forcé de contempler ce que Pascal nomme notre néant, notre insuffisance et notre dépendance. Sans le bruit de fond du quotidien, l'illusion de contrôle s'évapore. Ça expose crûment notre vulnérabilité et, in fine, notre mortalité incontournable. Le silence, c'est vraiment un miroir impitoyable. Les textes décrivent très bien cette cascade émotionnelle. L'esprit glisse de l'ennui vers la noirceur, puis ça sombre dans la tristesse, le chagrin, pour finir dans un véritable désespoir. C'est une vraie chute libre. Ouais, et ce vertige existentiel trouve un écho fascinant dans l'analyse de Saïd Nursi. Lui, sans forcément parler d'une chambre vide, il confronte l'esprit insouciant à quatre réalités incontournables qui structurent exactement cette même fragilité humaine. Ces quatre vérités, c'est vraiment l'inventaire précis de notre finitude. La première, elle est évidente, mais on la refoule tout le temps, c'est la mort. La frontière ultime. Voilà. Le mur contre lequel toutes les ambitions finissent par se fracasser. Ensuite, la deuxième vérité, c'est notre impuissance radicale. L'être humain est une créature dotée de désirs infinis, projetée dans un univers rempli de dangers incalculables. Mais sans aucun pouvoir réel. C'est ça. Dépourvu du moindre pouvoir pour maîtriser son environnement de manière absolue, je veux dire, un simple virus microscopique suffit à faire vaciller l'existence la plus protégée. Et le contraste entre l'immensité de nos désirs et la petitesse de nos moyens, ça génère une tension permanente. Et ça introduit directement sa troisième vérité, pauvreté absolue. Le besoin total. Exactement. On dépend de tout. Le lever du soleil, l'oxygène, la gravité, rien de tout cela ne nous appartient, et pourtant notre survie en dépend à chaque seconde. Ouais, c'est vertigineux quand on y pense. Et la quatrième vérité vient sceller ce constat, c'est l'impermanence de toute chose. Nursi démontre par une logique implacable que la finitude d'une joie est, en elle-même, une source de souffrance. Ah oui, parce que savourer un instant de bonheur tout en sachant pertinemment qu'il est condamné à disparaître. Ça inocule le poison de la perte au cœur même de la réjouissance. C'est tragique. Ce qui est fascinant ici, c'est l'universalité de cette autopsie de l'âme humaine. D'un côté, t'as Pascal qui observe l'aristocratie française s'effondrer psychologiquement, loin de l'agitation de la cour. Mhm. Et de l'autre, t'as Nursi qui étudie l'âme humaine universelle face à un univers en perpétuel déclin. Leurs analyses convergent vers une certitude mathématique. Livrée à elle-même, notre condition de base, c'est d'être encerclé par le besoin, la fragilité et la temporalité. La situation, c'est un peu comme se trouver sur un immense navire en plein milieu de l'océan. Un navire dont la coque est irrémédiablement percée.
L'impuissance, la mort, la nature éphémère, c'est l'eau qui monte dans la cale, centimètre par centimètre. Belle image. Et angoissante. Face à une brèche comme ça, la logique élémentaire exigerait de colmater la fuite, d'écoper l'eau, ou au moins de construire un radeau, tu vois. Or, l'humanité adopte une stratégie totalement inverse. Au lieu de regarder l'eau monter, on déploie une énergie prodigieuse pour organiser des balles grandioses sur le pont supérieur. Avec des orchestres toujours plus bruyants pour couvrir le fracas des vagues, ouais. C'est exactement ça. La question centrale devient alors de comprendre la nature de cette diversion. Pascal Tuptius phénomène avec un concept fondateur, celui de divertissement. L'étymologie latine, divertere, induit clairement l'action de se détourner, de changer de direction. Ce n'est pas juste s'amuser, quoi. Pas du tout. Dans ce cadre philosophique, se divertir ne se résume pas à chercher un amusement léger. C'est une vraie opération de survie psychologique destinée à détourner l'attention consciente loin du gouffre de notre condition. C'est une fuite active, presque militarisée même. La liste des activités que Pascal met là-dedans est vertigineuse. Il inclut bien sûr les jeux, mais aussi la guerre, les hautes responsabilités politiques, la recherche frénétique de pouvoir. Même l'art de la conversation mondaine. Ouais. Le véritable objectif n'est jamais l'accomplissement final. Son analyse montre que le joueur ne cherche pas viscéralement le gain financier pour lui-même, pas plus que le chasseur n'est vraiment intéressé par le lièvre. La vraie proie, c'est le tracas, l'agitation pure, ce bruit qui sature l'espace mental pour interdire toute réflexion. D'ailleurs, le chasseur refuserait un lièvre qu'on lui offrirait mort, parce que ça supprimerait l'action de la chasse, et donc le bruit mental qu'il protège. Et Nursi explore une dynamique similaire sous l'appellation de gaflet. L'insouciance. Ouais, un état de torpeur ou d'ivresse chronique. Il décrit un individu tellement enivré par l'illusion de ce monde qu'il en vient à traiter des débris éphémères comme d'inestimables trésors éternels. Pour survivre à l'absurdité de sa fuite, l'individu est contraint de falsifier la réalité. La falsification devient vraiment le socle de son équilibre. Nursi illustre ça de manière percutante. Au lieu de voir la mort comme une transition, l'esprit aveuglé par le gaflet l'aperçoit secrètement comme une annihilation absolue, une exécution. Ce qui est terrifiant. Exactement. Mais au lieu de résoudre cette équation, il choisit de s'amputer de sa conscience en l'enterrant sous des strates infinies de préoccupations futiles. Seulement, il y a une faille majeure. Ignorer le malheur permet de continuer à fonctionner au quotidien, certes, mais ce déni ne constitue en aucun cas un antidote viable. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Chercher un peu de légèreté, s'occuper pour ne pas déprimer constamment. N'est-ce pas tout simplement un mécanisme de survie sain ? Remplir son agenda, ça permet de structurer l'existence, de bâtir des sociétés. C'est vrai que vu comme ça, On semble presque nier notre instinct de survie fondamental. c'est un argument puissant, mais Pascal s'y attaque en démontrant que ce remède est profondément vicié parce qu'il est trompeur. Le divertissement offre une consolation misérable, non pas sur le plan moral, mais factuel. Comment ça ? En gros, c'est comme administrer un analgésique basique pour traiter une hémorragie interne foudroyante. La douleur disparaît temporairement, ça donne l'illusion de la guérison, mais ça empêche l'individu de chercher l'intervention chirurgicale indispensable. Ah, je vois. Ça masque les symptômes. Voilà. Le divertissement consume le temps humain de manière insensible, il endort l'esprit jusqu'au moment inéluctable de la mort. Et l'analgésique finit invariablement par se dissiper. Dès que l'agitation cesse, l'angoisse revient, mais décuplée. Et Nursi déconstruit aussi cette fausse sérénité par l'absurde. Il démontre que pour qu'une vie construite sur l'insouciance soit durablement heureuse, elle exigerait des conditions impossibles. Du jour, arrêtez le temps. Exactement. Suspendre le temps, repousser la mort à volonté, éradiquer la maladie. Des trucs physiquement inaccessibles. Donc toute paix intérieure fondée sur leur oubli volontaire n'est qu'un mirage condamné à s'évaporer au premier choc. Au premier vrai problème de la vie, ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si l'ensemble de nos mécanismes de défense naturels sont en fait des pièges, la véritable issue doit se situer ailleurs. Nos sources opèrent ici un renversement philosophique spectaculaire. C'est le clou du spectacle. Ouais. La solution ne se trouve pas dans la fuite hors de l'angoisse, mais réside précisément au cœur même de cette angoisse et de cet ennui qu'on s'acharne à fuir. Pascal articule ici son paradoxe le plus brillant. Par une ironie suprême, l'ennui, cette sensation de vide perçue comme la pire souffrance, constitue en réalité notre plus grand bien. Et simultanément, le divertissement qu'on chérit tant se révèle être notre plus grand mal. Attends,
Affirmer que l'ennui abyssal est un bien suprême, ça bouscule toutes nos intuitions de base. C'est vrai, mais la logique, c'est clair quand on comprend la fonction de cet ennui. Ce vide brûlant agit comme la seule force capable de nous arracher à notre torpeur. C'est un signal d'alarme spirituelle. Ça indique qu'il manque une pièce essentielle. Un détecteur de fumée, en quelque sorte. Exactement. Pascal explique que cette frustration prouve que l'homme abrite en lui l'empreinte d'un bonheur perdu. L'insatisfaction chronique face aux objets finis prouve en creux que notre désir est formaté pour l'infini. C'est super beau. Et comme on ne peut pas combler ce gouffre avec des distractions périssables, on est acculé à chercher cette complétude dans la seule source infinie possible qui, pour Pascal le théologien, est Dieu. L'ennui, c'est le remède amer qui force le malade à chercher le médecin. L'angoisse n'est plus un fardeau, c'est une boussole. Et Nursi propose un mécanisme d'une puissance équivalente avec ses concepts d'ajaz et de fakr. Plutôt que de subir notre impuissance comme une malédiction écrasante, il invite à la considérer comme un sésame. Un billet d'invitation vers une libération totale. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, le renversement est total. La faiblesse absolue devient le point de bascule vers une force inébranlable. La mécanique est dingue. Tant que l'individu s'imagine posséder une once de pouvoir, il s'épuise à soutenir un fardeau hors de sa portée. Mais le jour où il accepte pleinement son impuissance face au silence de la chambre vide, L'illusion du contrôle s'effondre. ouais. Et toucher ce fond philosophique oblige l'esprit à chercher un point d'appui extérieur et infini. Chez Nursi, la reconnaissance totale de son propre néant devient le pont direct vers le Créateur. Abandonner l'illusion de force permet d'accéder à la vraie sécurité. Ça montre à quel point l'accord entre Pascal et Nursi est du profond. Ils postulent tous les deux que le sentiment intime de notre misère, c'est pas un bug, c'est la preuve de notre dignité originelle. L'erreur tragique, c'est de dépenser notre énergie à débrancher l'alarme au lieu de chercher l'issue de secours. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie appliqué au rouage de notre modernité ? Parce que Pascal écrivait à l'époque des carrosses et Nursi pendant l'effondrement de l'Empire ottoman. Comment le divertissement opère-t-il dans un monde hyper connecté, saturé par la stimulation permanente ? Une lecture actualisée de ces textes révèle que notre époque a réussi l'industrialisation massive du divertissement. Nursi met en garde contre les artifices de la civilisation qui multiplient artificiellement les besoins. On crée de nouvelles nécessités tous les jours. Voilà, ce qui augmente mécaniquement le fakr, le manque permanent. La technologie et l'économie de l'attention se nourrissent directement de cette angoisse du vide, mise en lumière par Pascal. Prenons un exemple concret, la culture de l'hyperactivité professionnelle. C'est la traduction moderne des grands emplois de Pascal. La surproductivité est devenue une vertu absolue. Les emplois du temps sont optimisés à la minute près. Ouais, le moindre trou dans l'agenda, c'est perçu comme un échec. C'est fou quand on y pense. On justifie cette cadence par l'ambition. Mais à travers le prisme de nos auteurs, cette course effrénée, c'est juste la perfection de la stratégie d'évitement. L'épuisement devient un refuge. En s'infligeant des journées de 14 heures, on s'assure de s'effondrer de fatigue le soir. Ça court-circuite tout espace mental pour la réflexion. La fameuse crise d'angoisse du dimanche soir illustre ça parfaitement. Le moment où la machine s'arrête ? Ouais, le bruit retombe, la chambre redevient silencieuse. Et pour survivre à ce vertige, on rouvre fébrilement ses dossiers à des heures improbables pour recréer le tracas salvateur. Le bruit doit continuer pour empêcher le naufrage. Et le second exemple encore plus omniprésent, c'est la consommation numérique. Ah, le fléau. Pascal parlait d'aller au spectacle ou de jouer. La traduction directe aujourd'hui, c'est l'immersion algorithmique. Le binge-watching, le défilement infini sur les réseaux sociaux, ce sont des architectures conçues spécifiquement pour abolir notre capacité à rester en repos. L'interface lance automatiquement la vidéo suivante en 3 secondes. Exactement. Aucune friction, aucun silence qui pourrait ramener la conscience à sa propre fragilité. Mais la démonstration de l'illusion apparaît avec une clarté redoutable au moment où le système s'arrête. Quand la série s'achève, que l'écran devient noir et reflète soudainement ton visage dans la pénombre. L'effet de l'anesthésie se dissipe direct. Instantanément, l'angoisse remonte, souvent teintée de mélancolie. Cet instant prouve que ces heures écoulées ont nourri aucune fin essentielle. Elles ont juste dissimulé le mal, confirmant que ce bonheur n'était qu'un fantôme. La pilule est super amère, mais le diagnostic final porte une dimension profondément libératrice. À travers leurs analyses, Nursi et Pascal déconstruisent l'illusion de l'agitation humaine pour révéler que tout ça, le statut, le pouvoir, la distraction, ce ne sont que des masques de notre vulnérabilité. Leur invitation commune et radicale, cesser d'écoper l'eau avec des passoires dorées et accepter de regarder la brèche en face. C'est l'ultime paradoxe de notre exploration.
L'ennui et le vide existentiel ne sont pas des maladies mortelles à fuir. Ce sont les fondations brutes sur lesquelles une reconstruction spirituelle peut enfin s'opérer. Le constat de notre vide appelle inévitablement la plénitude. Cela soulève une question importante. Particulièrement aujourd'hui, au seuil d'une ère où les ingénieurs développent des systèmes capables d'anticiper et de saturer le moindre instant d'inactivité de notre conscience. Quelle est cette question? Si l'ennui, la frustration et la confrontation avec le silence constituent le dispositif d'alarme indispensable qui nous pousse à chercher un sens supérieur, que se produira-t-il le jour où la technologie accomplira le prodige d'éradiquer totalement le concept même d'ennui? Ah ouais. Si des environnements virtuels nous maintiennent dans un état de divertissement ininterrompu du premier au dernier souffle, est-ce que l'humanité aura, dans un confort absolu, perdu la seule boussole qui la reliait encore à l'essentiel? C'est une perspective qui donne le vertige. Gardez cette idée en tête la prochaine fois que le silence s'installera de manière imprévue dans une pièce vide.